Une jeune fille des rues s'arrête pour admirer une vitrine de bijoux, inconsciente que l'homme froid à l'intérieur est lié à son passé et à son avenir. Mais au fur et à mesure que les secrets se dévoilent, quelqu'un ne reculera devant. Rien pour garder la vérité enfouie. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez aujourd'hui. Arthur Montenegro se tenait à la fenêtre de sa bijouterie, observant les premières gouttes de pluie tomber sur la rue animée de Rio de Janeiro. À 62 ans, ses cheveux poivre et sel et son costume sur mesure lui donnaient l'allure distinguée du succès, mais ses yeux portèrent la froideur d'un homme qui avait trop perdu. Monsieur Montenegro, la nouvelle collection de diamants, est arrivée, dit Clara, son assistante depuis 15 ans. Arthur hocha à peine la tête, l'esprit ailleurs. Mettez-les dans la vitrine principale. Je les regarderai plus tard. Clara hésita. Votre fils a aussi rappelé. Il veut savoir si vous venez à l'anniversaire de sa fille ce week-end. Dites-lui que j'enverrai un cadeau, répondit Arthur sans se retourner. Sa relation avec son fils Roberto était au mieux tendue. Après avoir perdu sa femme Maria des suites d'une maladie il y a des décennies et la perte dévastatrice de leur nouveau-né la même semaine, Arthur était devenu l'ombre de lui-même, prospère en affaires, mais un échec en tant que père pour le fils qui avait survécu. Dehors, la pluie se mit à tomber plus fort, poussant les piétons à se précipiter pour se mettre à l'abri. Parmi eux se trouvait une petite silhouette qui ne courait pas, une jeune fille, pas plus de 12 ans, aux cheveux noirs emmêlés et aux vêtements usés. Elle s'arrêta devant la bijouterie, ses grands yeux bruns grands ouverts d'émerveillement devant la vitrine scintillante. À l'intérieur, Jorge, le gardien de sécurité d'Arthur, la remarqua immédiatement. « Monsieur, il y a une gamine des rues dehors, dois-je la chasser avant qu'elle ne fasse peur aux clients ?» Arthur jeta un coup d'œil à l'enfant sale qui pressait son visage contre sa vitrine immaculée. « Oui, débarrassez-vous d'elle. Nous n'avons pas besoin de ce genre d'éléments autour de nos marchandises. » Jorge sortit, sa silhouette imposante se dressant au-dessus de la petite fille. « Ça et toi, va-t'en. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi. » La fille Isabelle ne broncha pas. « Je ne fais rien de mal. Je veux juste regarder les jolies choses. » Jorge lui prit le bras. « Je t'ai dit de partir. » À ce moment-là, Arthur sortit, irrité par la scène qui se déroulait devant sa boutique exclusive. « Que se passe-t-il ici ?» Isabelle leva les yeux vers le grand homme sévère. « Je n'allais rien voler, je le promets. Je voulais juste voir les colliers brillants de près. » Arthur fronça les sourcils. « C'est une entreprise, pas un musée. Jorge, s'il vous plaît, éloignez-la. » Alors que Jorge lui prenait le bras, Isabelle se rejeta en arrière, ses yeux soudainement tristes plutôt que effrayés. Elle regarda directement Arthur et dit simplement « Je suis désolé. C'est juste que ma mère disait que les belles choses brillantes comme ça lui rappelaient mon nom. » Pendant une fraction de seconde, Arthur se figea. Quelque chose dans ses paroles, ou peut-être dans ses yeux, le frappa comme un coup physique. Mais le moment passa rapidement, et son visage se durcit à nouveau. « Va-t'en », dit-il, se retournant vers le magasin. Isabelle s'éloigna, ses pieds nus éclaboussant dans les flaques d'eau tandis que la pluie imbibait ses vêtements minces. Plus tard dans la soirée, Arthur était assis seul dans son luxueux appartement, surplombant la plage de Copacabana. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, mais il ne voyait rien de tout cela. Au lieu de cela, il n'arrêtait pas d'entendre les paroles de la fille encore et encore. Ma mère disait que les belles choses brillantes lui rappelaient mon nom. Pourquoi cette simple phrase l'avait-elle tant dérangé? Peut-être était-ce la mention d'une mère. Cela le faisait toujours penser à Maria, même après toutes ces années. Le lendemain matin, Arthur se retrouva à revoir les images de la caméra de sécurité de la veille, se disant qu'il ne faisait que son contrôle de routine. Il mit en pause la vidéo lorsqu'elle montra la fille à la fenêtre, zoomant sur son visage. Ses yeux, ils semblaient familiers d'une certaine manière. « Monsieur ?» Clara interrompit ses pensées. « La fondation caritative a appelé au sujet de votre don annuel. » Arthur fit un geste de la main avec dédain. « Gérez ça comme d'habitude. Aussi, Roberto vous a laissé ceci. » Elle déposa une enveloppe sur son bureau. « C'est une invitation à la quinceañera de sa fille. Il m'a dit de vous dire que même si elle ne fête ses 15 ans qu'une fois, il comprend si vous êtes trop occupé pour assister. » Arthur prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. Sa petite fille avait déjà 15 ans. Il connaissait à peine l'enfant. Après la mort de Maria, il s'était jeté dans la construction de son empire de bijoux, laissant Roberto élevé principalement par des nourrices et des internats.
Merci, Clara. Ce sera tout. » Après son départ, Arthur retourna aux images, de la caméra de sécurité, étudiant le visage de la fille. Quelque chose le hantait, un lien qu'il ne pouvait pas placer. Au cours des jours suivants, Arthur se retrouva à chercher la fille chaque fois qu'il regardait par la fenêtre du magasin. Il se disait que c'était juste pour s'assurer qu'elle ne causait pas de problème, mais au fond, il savait qu'il y avait plus que ça. Une semaine plus tard, elle réapparut, se tenant de l'autre côté de la rue, regardant le magasin mais n'osant pas s'approcher. Sans réfléchir, Arthur sortit. « Toi là, fille ?» appela-t-il. Isabelle semblait prête à courir. « Attends, » dit-il, la voix plus douce. « Comment tu t'appelles ?»« Isabelle, » répondit-elle hésitamment. « Isabelle, » répéta-t-il comme pour tester le mot. « Où habites-tu, Isabelle ?» Elle baissa les yeux. « Au foyer pour enfants Sainte-Marie, depuis la mort de ma mère. » Arthur sentit une tension inattendue dans sa poitrine. « Je suis désolé d'apprendre ça. Quand est-elle décédée ? » « Il y a 2 mois. Cancer. » La voix d'Isabelle était factuelle, mais ses yeux trahissaient sa douleur. « Et ton père ? » « Je ne l'ai jamais connu. Maman a dit qu'il ne savait pas non plus que j'existais. C'était compliqué. » Arthur se retrouva à mettre la main dans sa poche. Il sortit un peu d'argent. « Tiens, achète-toi quelque chose à manger. » Isabelle ne le prit pas. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur. J'aimais juste regarder vos colliers parce qu'ils brillent comme des étoiles. Mon nom signifie « promesse de Dieu », mais maman disait toujours que j'étais sa petite étoile. » Encore une fois, Arthur ressentit cette étrange secousse. Il remit l'argent dans sa poche. « Comment s'appelait ta mère ?»« Louisa Ferreira. Elle était infirmière. » Le monde d'Arthur bascula légèrement. « Une infirmière ?»« Oui, à l'hôpital Santa Cruz. C'est là aussi qu'elle est tombée malade à la fin. L'hôpital Santa Cruz, le même hôpital où Maria avait accouché et était morte, où leur fille était supposée être morte. » Arthur se raffermit contre le cadre de la porte. « Ça va, monsieur ?» demanda Isabelle. « Oui, ça va, » répondit-il automatiquement. « Tu devrais y aller maintenant. » Elle hocha la tête et se retourna, mais Arthur l'appela. « Isabelle, est-ce que ça vous irait si je vous rendais visite à Sainte-Marie un de ces jours ?» Elle parut surprise. « Pourquoi voudriez-vous faire ça ? J'aimerais en savoir plus sur votre mère. » Les yeux d'Isabelle se rétrécirent de suspicion. « La connaissiez-vous ? » « Je n'en suis pas sûr, » répondit honnêtement Arthur, « mais j'aimerais le découvrir. » Le lendemain, Arthur fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il annula tous ses rendez-vous. Au lieu de cela, il se rendit au foyer pour enfants Sainte-Marie, un bâtiment modeste dans l'un des quartiers les plus humbles de Rio, Sœur Béatrice. La vieille religieuse qui dirigeait le foyer l'accueillit avec prudence. « Ce n'est pas souvent que nous recevons des visiteurs comme vous, monsieur Montenegro. Qu'est-ce qui amène un homme d'affaires aussi important dans notre humble foyer ? J'aimerais parler à l'un de vos enfants, Isabelle Ferreira. » L'expression de Sœur Béatrice changea. « Ah, la petite Isabelle. Elle a du mal à s'adapter depuis le décès de sa mère. Puis-je vous demander quel est votre intérêt pour elle ?» Arthur hésita. « Je crois que j'ai pu connaître sa mère. » La religieuse l'étudia. « Isabelle est dans le jardin. Elle aime s'asseoir sous le vieux manguier et lire. Sa mère ne lui a laissé que très peu de biens, mais beaucoup de livres. » Arthur trouva Isabelle exactement où Sœur Béatrice l'avait dit, assise en tailleur sous un arbre, avec un exemplaire usé du Petit Prince entre les mains. « Bonjour Isabelle, » dit-il doucement. Elle leva les yeux, clairement surprise de le voir. « Vous êtes vraiment venu, je l'avais dit. » Arthur s'assit sur un banc voisin. « Que lis-tu ? Le Petit Prince. C'était le préféré de ma mère. Elle me le lisait quand j'étais petite. » Arthur hocha la tête. « Ma femme adorait aussi ce livre. »« Vous avez une femme ?»« J'avais, » corrigea Arthur. « Elle est morte il y a longtemps. » Isabelle ferma son livre. « C'est triste. Était-elle gentille ?» Un petit sourire effleura les lèvres d'Arthur pour la première fois depuis des jours. « Très gentille. La personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Ma mère était gentille aussi, » dit Isabelle. « Elle a aidé les gens tout le temps, même lorsqu'elle était fatiguée de faire des doubles services. » Arthur se pencha en avant. « Isabelle, ta mère a-t-elle jamais mentionné, je veux dire, t'a-t-elle jamais rien dit sur ton père ?» Isabelle secoua la tête. « Pas beaucoup, juste qu'il ne me connaissait pas et que c'était compliqué. Elle a dit qu'il n'était pas une mauvaise personne,
juste que le timing était mauvais. Arthur prit une profonde inspiration. « Isabelle, j'aimerais te demander quelque chose d'inhabituel. Est-ce que ça vous irait si je regardais les effets de votre mère, les choses qu'elle a laissées derrière elle ?» Le visage d'Isabelle se durcit. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je pense que je pouvais la connaître, il y a longtemps. » Sœur Béatrice apparut à la porte du jardin. « Isabelle, il est temps de déjeuner. » Elle regarda Arthur. « Nous rejoindrez-vous, monsieur Monténégro ?» À sa propre surprise, Arthur hocha la tête. « Oui, j'aimerais beaucoup. » La salle à manger des enfants n'avait rien à voir avec les restaurants 5 étoiles qu'Arthur fréquentait. Les tables étaient usées, les chaises dépareillées et la nourriture simple. Mais alors qu'il était assis à côté d'Isabelle, là, regardant interagir avec les autres enfants, Arthur se sentait plus en paix qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Après le déjeuner, Isabelle le conduisit dans un petit bureau où sœur Béatrice avait disposé une boîte en carton. « Ce sont les effets de la mère d'Isabelle », expliqua la religieuse. « Pas grand-chose, je crains. Les factures médicales ont pris la plupart de ce qu'elle avait. » Arthur acquiesça en signe de remerciement alors que sœur Béatrice les laissait seuls. Isabelle s'assit par terre à côté de la boîte. « Maman n'avait pas beaucoup de choses, » expliqua-t-elle, « mais ce qu'elle avait était important pour elle. » Elle commença à sortir des objets. Quelques bijoux fantaisie, des photos, une vieille coiffe d'infirmière, une petite étoile en bois qui semblait être faite à la main. Les mains d'Arthur tremblaient légèrement lorsqu'il regarda une photo de Luisa Ferreira. Elle était plus jeune sur la photo, peut-être 30 ans, avec Isabelle petit enfant à ses côtés. Elle avait un visage aimable et des yeux familiers, les mêmes yeux qu'Isabelle. Elle était belle. « A dit doucement Arthur. » Isabelle hocha la tête. Tout le monde disait ça. Au fond de la boîte se trouvait une enveloppe, jaunie par le temps. Isabelle la sortit. « Je ne l'ai jamais ouverte, » dit-elle. « Elle porte le nom de quelqu'un d'autre. » Le cœur d'Arthur s'arrêta presque lorsqu'elle la lui tendit. Sur le devant, à l'encre délavée, était écrit « Arthur Monténégro ». « C'est mon nom, » murmura-t-il. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Pourquoi ma mère aurait-elle une lettre avec votre nom dessus ?» Avec des doigts qui ne cessèrent de trembler, Arthur ouvrit l'enveloppe et déplia la lettre. À l'intérieur, l'écriture était soignée, féminine et d'une certaine manière familière. « Cher Arthur, si tu lis ceci, alors je suis parti, et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, tu as trouvé Isabelle. Il y a tellement de choses à te dire, et je ne sais pas par où commencer. Il y a 25 ans, j'étais une jeune infirmière à l'hôpital Santa Cruz lorsque ta femme Maria a accouché. Ce qu'on vous a dit, ce qu'on a dit à Maria, était un mensonge. Votre fille n'est pas morte à la naissance. Elle a été emmenée sur ordre du père de Maria, qui n'a jamais approuvé votre mariage. Il pensait qu'enlever l'enfant vous séparerait, et lorsque Maria est morte quelques jours plus tard, il n'a vu aucune raison de révéler la vérité. J'étais l'infirmière chargée d'emmener le bébé. On m'a dit de l'emmener chez un certain médecin qui s'occuperait du reste, mais je n'ai pas pu le faire. J'avais vu à quel point Maria aimait cet enfant, à quel point vous le vouliez tous les deux. Alors j'ai fui. J'ai pris le bébé et j'ai disparu. Je l'ai appelée Isabelle. Cela signifie promesse de Dieu, et je l'ai élevée comme ma propre fille. Elle a été la lumière de ma vie, Arthur, mais j'ai toujours su que ce jour pourrait arriver. J'ai toujours su qu'elle était la tienne. J'ai aimé Isabelle de tout mon cœur, mais j'ai porté le poids de ce secret tous les jours. Je ne te demande pas ton pardon, mais je te demande de voir en Isabelle ce que j'ai vu, une belle âme qui mérite tout l'amour du monde. Si le destin vous a réunis, il est peut-être temps que la vérité soit connue. » La lettre tomba des mains d'Arthur. Il regarda Isabelle, la regarda vraiment pour la première fois. La forme de son visage, la courbe de son sourire, la détermination de son menton, toute Maria, toute sa fille. « Que dit-il » demanda nerveusement Isabelle. Arthur ne pouvait pas parler. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des décennies, coulaient sur son visage. « Monsieur Monténégro, vous allez bien » demanda Isabelle en tendant la main. Hésitamment et en touchant sa main, Arthur ferma les yeux, sentant pour la première fois la chaleur du contact de sa fille. Lorsqu'il les rouvrit, il vit de l'inquiétude dans ses yeux, les yeux de sa mère. « Isabelle, réussit-il enfin à dire, la voix rauque d'émotion, « je dois te raconter une histoire sur ta mère, ta vraie mère. »
Alors que la pluie se mettait à tomber dehors, reflétant les larmes sur le visage d'Arthur, il se prépara à dire à Isabelle la vérité qui allait changer à jamais leur de vie. Le petit bureau du foyer pour enfants Sainte-Marie devint silencieux lorsque Arthur eut fini de tout raconter à Isabelle au sujet de Maria, du bébé qu'il pensait mort, de la vie qui leur avait été volée à tous. Isabelle resta immobile, son jeune visage peinant à assimiler cette histoire impossible. « Donc vous voulez dire que vous êtes mon vrai père? Et la femme qui m'a élevé, elle m'a enlevé ?» Arthur se pencha en avant, les mains serrées l'une contre l'autre. « Louisa ne t'a pas seulement enlevé, Isabelle. À sa manière, elle t'a sauvé. Ton grand-père, le père de Maria, était un homme puissant qui t'aurait envoyé loin, peut-être dans un orphelinat à l'étranger. Louisa t'a donné un foyer, de l'amour. Mais elle m'a menti toute ma vie. » Isabelle se leva brusquement, les yeux brillants de douleur et de confusion. « Elle t'a protégé, » dit doucement Arthur, « et au final, elle a fait en sorte que nous nous retrouvions. » Sœur Béatrice frappa doucement avant d'entrer. Ses yeux avisés embrassèrent la scène, les photos éparpillées, la lettre par terre, les larmes d'Isabelle et l'expression hantée d'Arthur. « Je crois que vous avez besoin de temps tous les deux, » dit-elle. « Isabelle, pourquoi n'irais-tu pas au jardin? J'ai besoin de parler à Monsieur Monténégro. » Isabelle quitta la pièce en courant, sans se retourner. Arthur fit un mouvement pour la suivre, mais sœur Béatrice posa une main douce sur son bras. « Laissez-lui de l'espace, » conseilla-t-elle. « C'est beaucoup à assimiler pour n'importe qui, surtout pour une enfant qui a déjà tant perdu. » Arthur retomba sur sa chaise. « J'ai retrouvé ma fille après 25 ans et elle me déteste. » Sœur Béatrice ramassa la lettre de Louisa et la lut rapidement, son expression ne trahissant rien. « Elle ne vous déteste pas, Monsieur Monténégro. Elle est confuse et blessée. Toute son identité est remise en question. » Elle fit une pause. « Qu'avez-vous l'intention de faire maintenant ?» La question prit Arthur au dépourvu. Qu'avait-il l'intention de faire? Pendant des décennies, il avait vécu avec le chagrin de la perte de sa fille nouveau-née. Maintenant, elle était là, vivante, une vraie personne avec des pensées, des sentiments et une vie à elle. « Je veux la ramener à la maison, » dit-il simplement. « C'est ma fille. » Sœur Béatrice hocha la tête pensivement. « Ce ne sera peut-être pas aussi simple que vous le pensez. Il y aura des problèmes juridiques. Et plus important encore, il y a le bien-être émotionnel d'Isabelle à considérer. »« J'ai de l'argent, » dit Arthur. « Je peux engager les meilleurs avocats, obtenir les meilleurs thérapeutes. L'argent ne fait pas tout, Monsieur Monténégro, » interrompit doucement sœur Béatrice. « Ce dont Isabelle a le plus besoin en ce moment, c'est de patience et de compréhension. Elle vient de perdre la seule mère qu'elle ait jamais connue, et maintenant elle apprend que toute sa vie a été construite sur des secrets. » Arthur baissa les yeux sur ses mains, des mains qui avaient bâti un empire mais n'avaient jamais tenu sa fille. « Je ne sais pas comment faire, » admit-il. « Je ne sais pas comment être un père. » Le sourire de sœur Béatrice était bienveillant. Personne ne le sait au début. Mais vous pouvez commencer par être un ami. Dehors, dans le jardin, Isabelle était assise sous le manguier, les genoux contre la poitrine. Son monde avait été bouleversé 2 fois en 2 mois, d'abord par la mort de sa mère, et maintenant par la révélation que la femme qu'elle appelait mère n'était pas vraiment sa mère. Elle entendit des pas approcher et leva les yeux pour voir Arthur, sa grande silhouette maladroite et incertaine dans le jardin simple. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il. Isabelle hocha silencieusement la tête. Arthur s'assit par terre à côté d'elle, son costume coûteux incongru contre la terre. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. « Je ne sais pas comment vous appeler, » dit enfin Isabelle. « Vous n'êtes pas vraiment mon père, pas vraiment. Un père, c'est quelqu'un qui est là. » Les mots piquèrent, mais Arthur hocha la tête. « Tu as raison, je n'ai pas mérité ce titre. Et elle n'était pas vraiment ma mère, » continua Isabelle, la voix brisée. « Mais elle se sentait comme ma mère. Elle s'occupait de moi quand j'étais malade. Elle faisait des heures supplémentaires pour m'acheter des livres. Elle... » Les mots d'Isabelle se dissolvèrent en larmes. Sans réfléchir, Arthur passa son bras autour de ses épaules. À sa grande surprise, elle ne se retira pas. « Louisa était ta mère dans tous les sens du terme, » dit-il doucement. « Et elle t'aimait beaucoup. Cette partie n'est pas un mensonge. » Isabelle s'essuya les yeux. « Que se passe-t-il maintenant? Dois-je aller vivre avec vous? » « Seulement si tu le veux, » répondit Arthur, se surprenant lui-même de cette réponse.
Je ne te forcerai pas à faire quoi que ce soit, Isabelle, mais j'aimerais avoir la chance de te connaître. » Elle le regarda avec scepticisme. « Vous êtes un riche homme d'affaires. Que pourriez-vous vouloir avec une gamine comme moi ?» La gorge d'Arthur se serra. « Tu n'es pas juste une gamine, Isabelle. Tu es ma fille. Tu es le dernier morceau de Maria, ta vraie mère, qui existe dans ce monde. Et même si rien de tout cela n'était vrai, tu restes une jeune personne incroyable qui vaut la peine d'être connue. » Isabelle étudia son visage, cherchant des signes d'insincérité. « Vous ne me connaissez même pas. J'aimerais changer ça, si tu me le permets. » Le lendemain, de retour dans sa bijouterie, Arthur eut du mal à se concentrer. Il n'arrêtait pas de penser à Isabelle, se demandant ce qu'elle faisait, si elle allait bien, si elle pensait à lui aussi. « Monsieur Montenegro ?» La voix de Clara interrompit ses pensées. « Votre fils est là pour vous voir. » Arthur leva les yeux pour voir Roberto debout dans l'embrasure de la porte, grand et beau à 35 ans, avec les yeux doux de Mariam et la bouche sévère d'Arthur. Leur relation s'était de plus en plus tendue au fil des ans, Roberto ressentant la distance émotionnelle de son père et Arthur trouvant douloureux de regarder le fils qui lui rappelait tant Maria. « Roberto, » dit Arthur en se levant, « c'est inattendu. »« Est-ce vrai ?» demanda Roberto sans préambule. « Sœur Béatrice m'a appelé, elle a dit que vous l'aviez retrouvée, la bébé, ma sœur. » Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent de surprise. « Comment connaissez-vous sœur Béatrice ?»« Je fais des dons à Sainte-Marie depuis des années, » expliqua Roberto. « C'est l'un des organismes de bienfaisance que l'entreprise soutient. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ?» Arthur retomba sur sa chaise. « Je viens juste de le découvrir moi-même. J'allais te le dire, mais j'avais besoin de temps pour tout assimiler. » Roberto fit les 100 pas dans le bureau, se passant une main dans les cheveux, un geste si semblable à celui de Maria que cela fit mal au cœur d'Arthur. « Toutes ces années, » se dit Roberto, « vous avez été distant, froid, enterré dans votre travail. Je pensais que c'était juste votre personnalité, mais c'était le chagrin, n'est-ce pas, pour ma mère et la petite sœur que je n'ai jamais connue. » Arthur ne pouvait pas croiser le regard de son fils. « J'aurais dû être un meilleur père pour toi, Roberto, je le sais. » Roberto cessa de faire les 100 pas. « Je veux la rencontrer, Isabelle, » dit Arthur. « Elle s'appelle Isabelle. » Un petit sourire effleura les lèvres de Roberto. « Isabelle, c'est magnifique. » Il hésita. « C'est elle que je suis là. J'ai mentionné qu'elle avait un frère, mais nous n'avons pas beaucoup parlé de toi en particulier. C'était accablant pour elle. » Roberto hocha la tête. « Je peux l'imaginer. » Il fit une pause. « Père, qu'avez-vous l'intention de faire ? À propos d'Isabelle, je veux dire. » Arthur regarda par la fenêtre, où la rue animée poursuivait son rythme normal, sans se soucier de la façon dont son monde avait changé. « Je veux la ramener à la maison, » dit-il. « Mais sœur Béatrice pense que nous devons y aller. Lentement. L'adoption légale prendra du temps, et Isabelle doit s'habituer à l'idée. » « Et les médias ?» demanda Roberto pragmatiquement. « Le nom de Montenegro est bien connu. Il y aura des questions, des spéculations. » Arthur n'avait pas encore pensé à cet aspect. L'histoire serait sensationnelle. La fille longtemps perdue du riche joaillier Arthur Montenegro, kidnappée à la naissance et élevée en secret. La presse allait se régaler. « Je ne les laisserai pas transformer sa vie en cirque, » dit fermement Arthur. « Nous nous occuperons des aspects juridiques discrètement. Et vos partenaires commerciaux? Le conseil d'administration ?» Arthur fit un geste de la main pour montrer son désintérêt. « Ma vie privée ne les regarde pas. » Roberto leva un sourcil. « Père, tout ce que font les Montenegro est une affaire publique, et il y en a qui pourraient ne pas apprécier qu'un nouvel héritier apparaisse de nulle part. » Arthur fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? Je dis qu'Isabelle pourrait être en danger si certaines personnes se sentent menacées par son existence. » « De qui ? Qui menacerait une enfant ?» Roberto soupira. « Tante Sofia, pour commencer. Elle a toujours pensé qu'elle et ses enfants devraient contrôler l'entreprise après votre départ. Une fille longtemps perdue avec une revendication légitime compliquerait les choses. » Le visage d'Arthur s'endurcit. Sofia, la sœur de sa défunte épouse, avait toujours été ambitieuse et calculatrice. Elle avait placé son fils Victor au conseil d'administration de l'entreprise des années auparavant et n'avait jamais caché sa déception que Roberto montre peu d'intérêt pour l'entreprise familiale, préférant son travail d'architecte. « Je m'occuperai de Sofia, » dit Arthur. « En attendant, je veux que tu rencontres Isabelle.
Je pense qu'elle aimerait avoir un frère. » Pour la première fois depuis des années, un véritable sourire se répandit sur le visage de Roberto. « Moi aussi, j'aimerais ça. » Plus tard cet après-midi-là, Arthur retourna à Sainte-Marie avec un petit cadeau, un livre sur les étoiles qu'il avait trouvé dans une librairie sur le chemin. Sœur Béatrice vint le rencontrer à l'entrée, l'expression préoccupée. « Monsieur Montenegro, nous devons parler. » Le cœur d'Arthur s'affaissa. « Isabelle va bien ? Elle va bien, » l'assura sœur Béatrice. « Mais nous avons eu une visiteuse, une femme se présentant comme la tante d'Isabelle, la sœur de sa mère. Elle avait des documents, des actes de naissance prouvant qu'elle est la sœur de Louisa, des documents judiciaires disant qu'elle a droit à la tutelle d'Isabelle. » Arthur sentit son sang se glacer. « C'est impossible. Louisa a emmené Isabelle pour la protéger de mon beau-père. Elle n'aurait pas impliqué sa famille dans cette affaire. La femme s'appelle Elena Ferreira. Elle dit qu'elle a récemment appris la mort de sa sœur et est venue dès qu'elle a pu. »« Je n'y crois pas, » dit fermement Arthur. « C'est trop commode. » Sœur Béatrice baissa la voix. « Moi non plus. Les papiers semblent légitimes, mais quelque chose chez elle me semblait faux. Elle était très intéressée à vous entendre parler. Elle a demandé si des personnes riches avaient rendu visite à Isabelle. L'esprit d'Arthur était en ébullition. Sophia avait-elle déjà appris l'existence d'Isabelle? Cette tante était-elle son fait? Où est cette femme maintenant? Elle est partie, mais elle revient demain avec une assistante sociale. Elle a l'intention d'emmener Isabelle. Arthur serra les poings. Elle ne peut pas faire. Ça? Isabelle est ma fille. Vous n'avez encore aucune preuve légale de cela, lui rappela doucement sœur Béatrice. Juste une lettre d'une femme morte. Cela pourrait ne pas tenir face à des papiers de tutelle apparemment légitimes. Où est Isabelle? Demanda Arthur. J'ai besoin de lui parler. À la bibliothèque. Sœur Béatrice toucha son bras. Soyez doux, monsieur Montenegro. Elle est très confuse. Cette femme lui a montré des photos de Louisa enfant, lui a raconté des histoires sur leur famille. Isabelle veut la croire. Arthur trouva Isabelle assise seule dans la petite pièce qui servait de bibliothèque à la maison feuilletant un album photo usé. Elle a des photos de ma maman quand elle était petite, dit Isabelle sans lever les yeux. Et elle sait des choses, comme le fait que maman me chantait quand je ne pouvais pas dormir et mes plats préférés. Arthur s'assit à côté d'elle. Isabelle, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Je ne pense pas que cette femme soit celle qu'elle dit être. Isabelle le regarda enfin, les yeux conflictuels. Pourquoi pas? Parce que ça gâche vos plans pour me ramener à la maison et jouer à la famille heureuse? Non, dit patiemment Arthur. Parce que le timing est trop commode. Parce que ta mère t'a gardé caché toute ta vie. Et soudainement une parente apparaît avec tous les bons papiers exactement au moment où je te trouve. Peut-être que c'est juste une coïncidence, rétorqua Isabelle, mais il y avait du doute dans sa voix. Peut-être, concéda Arthur. Mais jusqu'à ce que nous soyons sûrs, je ne veux pas que tu ailles nulle part avec cette femme. Me le promets-tu? Isabelle hésita. Elle a dit qu'elle avait une maison au bord de la mer et un chien. Le cœur d'Arthur se serra. Bien sûr, une maison au bord de la mer et un chien plairait à une enfant qui a vécu toute sa vie dans un petit appartement et maintenant dans un foyer pour enfants. Isabelle, j'ai aussi des maisons au bord de la mer et nous pouvons prendre un chien si tu veux. Mais plus important encore, je veux que tu sois en sécurité. En sécurité contre quoi? Tu penses qu'elle veut me faire du mal? Arthur choisit ses mots avec soin. Je pense que certaines personnes pourraient vouloir t'utiliser pour me faire du mal, pour obtenir mon argent ou mon entreprise. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent légèrement. Vous êtes vraiment riche, n'est-ce pas? Vraiment riche? Malgré tout, Arthur se surprit à sourire. Oui, je le suis, mais ce n'est plus ce qui compte pour moi. Isabelle ferma l'album photo. Tante Elena revient demain avec quelqu'un des services sociaux. Elle dit que je partirai avec elle. Arthur prit une profonde inspiration. Isabelle, je veux te demander quelque chose d'important. Et je veux que tu sois honnête avec moi. Veux-tu aller avec cette femme que tu viens de rencontrer? Ou préférerais-tu rester ici un peu plus longtemps, jusqu'à ce que nous puissions découvrir la vérité? Isabelle se mordit la lèvre. Je ne sais pas, admit-elle. Elle a l'air gentille, mais ça ne va pas, dit finalement Isabelle. Maman n'a jamais mentionné une sœur. Pas une seule fois en 12 ans. Arthur hocha la tête. C'est ce que je pensais aussi. Arthur arpentait le sol poli de son bureau, le téléphone collé à l'oreille. Peu importe le prix, Marco.
J'ai besoin de ces résultats ADN. Demain matin. Monsieur Montenegro, ces tests prennent généralement des semaines, protesta son avocat. Alors trouvez quelqu'un qui peut le faire plus vite, lança Arthur. L'argent ne compte pas. Après avoir raccroché, Arthur contempla les toits de Rio, les lumières de la ville floues à travers ses yeux fatigués. Cela faisait 2 jours que la mystérieuse Elena Ferreira était apparue à Sainte-Marie, prétendant être la tante d'Isabelle. 2 jours de manœuvres juridiques frénétiques et de nuits blanches. Son interphone sonna. « Votre belle-sœur est là !» annonça Clara, la désapprobation évidente dans sa voix. Arthur se redressa. « Faites-la entrer. » Sofia Montenegro entra dans le bureau comme si elle en était la propriétaire, ce qui, selon elle, finirait par être le cas. À 60 ans, elle était toujours saisissante, avec des cheveux noirs teints et les mêmes traits aristocratiques que Maria, bien qu'elle manquât de la chaleur de sa sœur. « Arthur, chéri, dit-elle, lui faisant une bise sur les 2. « Joue. Roberto me dit que tu as fait pas mal de remous dans un orphelinat. Ne me dis pas que tu fais une crise de la cinquantaine ?» Arthur ignora la pique. « Que puis-je faire pour vous, Sofia ?» Elle s'installa dans un fauteuil sans attendre d'invitation. « Tu sais exactement pourquoi je suis là. Cette histoire ridicule de la fille de Maria qui serait vivante. »« Car c'est vrai, interrompit Arthur. J'ai la lettre de l'infirmière qui l'a prise, et quand les résultats de l'ADN seront disponibles demain, j'aurai également une preuve scientifique. » Le visage parfaitement maquillé de Sofia se durcit. « Et tu crois cette histoire bien commode, Arthur, s'il te plaît. C'est manifestement une arnaque, une orpheline et ses complices essayant de mettre la main sur la fortune Montenegro. »« Isabelle ne connaît même pas l'argent, dit Arthur, et elle ne m'a pas cherché. Je l'ai trouvé. C'est ce que tu dis. » Sofia examina ses ongles manucurés. « Le conseil d'administration est préoccupé, Arthur. Cette situation pourrait déstabiliser la société. Notre action a déjà baissé de 2 points depuis le début des rumeurs. Le conseil d'administration travaille pour moi, pas l'inverse, lança Arthur. Et je me fiche du cours de l'action. Je me soucie de ma fille. » Les yeux de Sofia se rétrécirent. « Même si, et c'est un grand si, cette fille est celle que tu crois, elle a été élevée par une kidnappeuse. Ce n'est pas une Montenegro. Elle ne connaît rien de notre famille, de nos traditions, de nos responsabilités. Elle peut apprendre. Et qu'en est-il de Roberto? As-tu pensé à l'impact sur lui? Soudain, il doit partager son héritage avec une gamine des rues? Arthur frappa du poing sur le bureau. Ça suffit. Roberto a déjà rencontré Isabelle, et ils s'entendent à merveille. Contrairement à toi, mon fils n'est pas rongé par la cupidité. Sofia se leva, lissant sa robe de créateur. Je ne fais que veiller aux intérêts de la famille, Arthur. Quelqu'un doit le faire puisque tu as apparemment perdu la tête. Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Souviens-toi juste que si tu intègres cette fille à notre famille, il y aura des conséquences. Après son départ, Arthur s'effondra dans son fauteuil, ressentant soudain chacun de ses 62 ans. Son téléphone sonna. Sœur Béatrice. Monsieur Montenegro, vous devez venir rapidement, dit-elle, sa voix urgente. L'assistante sociale est là avec mademoiselle Ferreira. Elles ont une ordonnance du tribunal. Le cœur d'Arthur s'emballa. N'emmenez pas Isabelle nulle part. J'arrive. À Sainte-Marie, Arthur trouva une situation tendue. Isabelle était assise dans un coin du bureau de sœur Béatrice, les bras protecteurs autour d'elle. À côté d'elle se tenait Roberto, qui était apparemment arrivé avant Arthur. En face d'eux, une femme à l'air sévère en tailleur se tenait à côté d'Elena Ferreira, une femme mince d'une 40aine d'années, aux cheveux blonds teints et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Montenegro », commença l'assistante sociale, « je suis Clara Duarte des services de protection de l'enfance. J'ai une ordonnance du tribunal qui accorde la garde temporaire d'Isabelle Ferreira à sa tante, Elena Ferreira. » Arthur fit un pas en avant. Cette ordonnance a été obtenue sous de faux prétextes. J'ai des raisons de croire que mademoiselle Ferreira n'est pas la tante d'Isabelle. Le sourire d'Elena vacilla légèrement. C'est ridicule. J'ai des certificats de naissance prouvant que Louisa était ma sœur. Les documents peuvent être falsifiés, dit Roberto calmement. Et il est étrange que vous n'ayez jamais rendu visite à votre sœur ou à votre nièce du vivant, de Louisa. Les yeux d'Elena brillèrent de colère. Je vivais à l'étranger, nous avions une relation compliquée. Commode, murmura Roberto. L'assistante sociale fronça les sourcils.
Monsieur Monténégro, à moins que vous n'ayez une position juridique. Je crois être le père biologique d'Isabelle, interrompit Arthur. Nous effectuons un test ADN pour le confirmer. Les résultats seront prêts demain. Mademoiselle Duarte sembla surprise. Cela change les choses. Mais l'ordonnance du tribunal peut être suspendue, intervint Roberto avec douceur, en attendant les résultats d'un test de paternité. En tant qu'architecte, Roberto avait eu affaire à suffisamment de problèmes juridiques pour avoir l'air autoritaire. Le visage d'Elena se durcit. C'est ridicule. Ils essaient juste de gagner du temps. Un jour, dit sœur Béatrice calmement, vous pouvez certainement attendre un jour, mademoiselle Ferreira, si vous avez vraiment le meilleur intérêt d'Isabelle à cœur. L'assistante sociale hésita puis hocha la tête. Je suppose qu'un jour ne fera pas de différence. Nous reviendrons demain après-midi pour les résultats. Après leur départ, Isabelle leva les yeux vers Arthur, les yeux grands, de peur. Je ne veux pas y aller avec elle, elle me fait peur. Arthur s'agenouilla à côté de sa chaise. Tu n'auras pas à le faire, je te le promets. Mais que se passe-t-il si le test dit que je ne suis pas votre fille? La voix d'Isabelle tremblait. Arthur la regarda dans les yeux. Isabelle, je sais dans mon cœur que tu es ma fille. Mais même si, d'une manière ou d'une autre, le test dit le contraire, je ne t'abandonnerai pas. Nous trouverons un autre moyen. Roberto posa une main rassurante sur l'épaule d'Isabelle. Et maintenant, tu as aussi un grand frère qui veille sur toi. Pour la première fois de la journée, Isabelle sourit faiblement. De retour dans son penthouse ce soir-là, Arthur s'assit avec Roberto sur le balcon, les deux hommes sirotant des verres de whisky, tandis qu'ils regardaient les lumières de Rio scintiller en contrebas. « Tu aurais dû voir Sofia aujourd'hui, » dit Arthur. « Elle se positionne déjà contre Isabelle. » Roberto hocha la tête. « Je ne suis pas surpris. Tante Sofia a toujours considéré l'entreprise comme son droit d'aînesse, par Victor. Votre cousin n'est pas un homme d'affaires, railla Arthur. Il réduirait Montenegro Jewels en poussière en 1 an. Et pourtant, c'est son plan depuis le début, dit Roberto. Même quand j'étais enfant, elle essayait toujours de saper ma relation avec toi, espérant que tu transmettrais l'entreprise à Victor à la place. Arthur fixa son verre. Je n'étais pas toujours là pour toi, dit-il doucement. Après la mort de ta mère et le bébé, j'étais perdu dans mon chagrin. Je sais, papa. La voix de Roberto s'adoucit. Je comprends mieux maintenant. Mais Isabelle aura besoin de plus que ça. Elle aura besoin de ta présence totale. Je veux l'être, dit Arthur. Pour la première fois depuis des décennies, je me sens vivant à nouveau. Roberto sourit. Ça se voit. Il hésita. Il y a autre chose que tu devrais savoir. J'ai demandé à un ami de se renseigner sur Elena Ferreira. Arthur se redressa. Et Elena Ferreira existe, et elle était la demi-sœur de Luisa. Mais la vraie Elena est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans au Portugal. Le sang d'Arthur glaça. Donc cette femme est une imposteur, presque certainement. Et voici la partie intéressante. Le rapport d'accident a été scellé à la demande de l'avocat de la famille Monténégro. La main d'Arthur se serra autour de son verre. Sofia, on dirait bien. Mais comment a-t-elle appris l'existence d'Isabelle si rapidement? Je ne l'ai découverte qu'il y a quelques jours. Roberto haussa les épaules. Sofia a toujours eu des espions partout. Peut-être quelqu'un à Sainte-Marie ou dans ton bureau. Clara, murmura Arthur, pensant au ton de désapprobation de son assistante plus tôt. Elle a toujours été proche de ta tante. Qui que ce soit, il faut faire attention, avertit Roberto. Si Sofia est prête à aller aussi loin déjà, Arthur hocha la tête sombrement. Je vais rappeler Marco. Il doit savoir à quoi nous avons affaire. Tôt le lendemain matin, le téléphone d'Arthur sonna. C'était Marco, sa voix tendue. Arthur, le laboratoire a été cambriolé la nuit dernière. Les échantillons ont été détruits. Arthur sentit son estomac se nouer. Quoi? C'est impossible. Qu'en est-il de la sécurité? Désactivé. C'était professionnel, Arthur. Quelqu'un ne veut vraiment pas que ces résultats de tests soient connus. Arthur ferma les yeux, essayant de contrôler sa colère. Avec quelle rapidité pouvons-nous faire tester de nouveaux échantillons? J'ai trouvé un autre laboratoire qui peut faire un travail urgent. 3 jours. Mais Arthur, si quelqu'un est allé jusqu'à ses extrémités une fois, ils réessayeront, termina Arthur. Je dois emmener Isabelle quelque part en sécurité, immédiatement. 1 heure plus tard, Arthur arriva à Sainte-Marie avec Roberto. Sœur Béatrice les attendait à la porte, le visage grave. L'assistante sociale a appelé, dit-elle sans préambule.
Elles arrivent, à midi. Nous n'avons pas les résultats des tests, dit Arthur. Le laboratoire a été cambriolé. Les yeux de sœur Béatrice s'écarquillèrent. Quelqu'un fait tout son possible pour obtenir Isabelle. C'est pourquoi nous devons l'emmener quelque part en sécurité, dit Roberto, jusqu'à ce que nous puissions faire de nouveaux tests. Sœur Béatrice hésita. Ce serait contraire à l'ordonnance du tribunal. Cela pourrait être considéré comme un enlèvement. Et l'envoyer avec une imposteur ne l'est pas, rétorqua Arthur. Sœur, s'il vous plaît, je crois que cette femme, qui qu'elle soit, veut faire du mal à Isabelle. Après un long moment, sœur Béatrice hocha la tête. Isabelle est dans le jardin. J'irai chercher ses affaires. Quand Isabelle entendit le plan, ses yeux s'écarquillèrent de peur. Vous voulez que je parte? Où? Juste pour quelques jours, l'assura Arthur. Mon ami Roberto a une cabane dans les montagnes. C'est magnifique là-bas. Paisible. Tu seras en sécurité jusqu'à ce que nous ayons réglé ça. Mais que faire de l'assistante sociale? Et de cette femme? Nous nous en occuperons, dit Roberto avec assurance. L'important est de te protéger. Isabelle avait l'air incertaine, serrant le petit sac à dos que sœur Béatrice lui avait préparé. Viendrez-vous avec moi? Arthur échangea des regards avec Roberto. Je dois rester ici pour m'occuper des questions juridiques, expliqua-t-il doucement. Mais la femme de Roberto, Carmen, sera avec toi tout le temps, et je viendrai dès que je pourrai. Isabelle regarda ses baskets usées. Et si vous ne pouvez pas régler ça? Et si elles me font quand même partir avec elles? Arthur s'agenouilla à sa hauteur, prenant ses petites mains dans les siennes. Isabelle, regarde-moi. Je t'ai perdue une fois, il y a 25 ans. Je ne vais pas te perdre à nouveau. Quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de te protéger. Je te le promets. Pendant un long moment, Isabelle chercha son visage, comme si elle cherchait le moindre signe de tromperie. Puis, lentement, elle hocha la tête. « D'accord », murmura-t-elle. « J'irai. » Alors que Roberto emmenait Isabelle par la porte, arrière de Sainte-Marie vers sa voiture qui attendait, Arthur les regarda partir, un mélange de peur et de détermination le parcourant. Il savait que Sophia serait furieuse lorsqu'elle découvrirait ce qu'il avait fait. Le conseil d'administration pourrait même essayer de le destituer de son poste de PDG, mais rien de tout cela n'importait maintenant. Tout ce qui importait était de protéger sa fille. De retour à son bureau cet après-midi-là, Arthur se prépara comme Clara annonça que son beau-fils Victor demandait à le voir. Victor Montenegro entra sans attendre la permission, son beau visage déformé par une rage à peine contenue. « Où est-elle » demanda-t-il sans préambule. Arthur le regarda froidement. « Je suppose que tu parles d'Isabelle. Ne joue pas les jeux, oncle Arthur, ma mère est furieuse. L'assistante sociale l'a appelée quand tu ne t'es pas présenté avec la fille. » Arthur haussa un sourcil. « Et pourquoi l'assistante sociale appellerait ta mère, Victor? À moins, bien sûr, que ta mère soit celle qui a envoyé cet imposteur pour réclamer Isabelle en premier lieu. » Le visage de Victor rougit. « C'est absurde, l'est-il? Parce que je trouve très intéressant que la vraie Elena Ferreira soit morte il y a 3 ans, dans un accident qui a été étouffé par notre avocat familial. » Arthur se pencha en avant. « Ta mère sait que tu es là, Victor. Ou t'a-t-elle envoyé pour m'intimider ?» Le calme de Victor s'effondra davantage. « Le conseil d'administration se réunit demain. Séance extraordinaire. Ce coup que tu as fait, cacher la fille, faire ces accusations sauvages, c'est la goutte d'eau. Ils vont te faire voter, oncle Arthur. » Arthur sourit froidement. « Laissez-les essayer. Je possède toujours 51% de l'entreprise. Pour l'instant, dit Victor, sa voix passant à un ton menaçant. Mais quand ils entendront parler de ton état mental, de tes délires paranoïaques sur les filles perdues depuis longtemps. Sors, dit Arthur calmement. Tes actions imprudentes qui font chuter le cours de notre action. Dégage, rugit Arthur, se levantant si brusquement que sa chaise s'écrasa derrière lui. Victor sourit, redressant sa cravate. Le conseil d'administration a lieu demain à 10 heures. À votre place, je me préparerai à la retraite. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Oh, et oncle, nous trouverons la fille, peu importe où vous l'avez cachée. Après, le départ de Victor, Arthur s'affaissa dans son fauteuil, le cœur battant. Il devait prévenir Roberto. Prenant son téléphone, il composa le numéro de son fils, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. « Roberto, appelle-moi dès que tu reçois ce message, » dit-il d'urgence. Victor sait qu'Isabelle est partie. Ils vont la poursuivre. Raccordant,
Arthur contempla le ciel qui s'assombrissait. Il avait sous-estimé la détermination de Sophia et sa portée. La réunion du conseil d'administration de demain était une tentative claire pour lui arracher le contrôle de l'entreprise. Mais ils avaient fait une erreur cruciale. Ils avaient supposé qu'Arthur tenait toujours plus que tout au joyau Monténégro. Ils avaient tort. Pour la première fois en 25 ans, Arthur Monténégro avait trouvé quelque chose de plus précieux que toute sa richesse et son pouvoir, réunis, et il sacrifierait tout pour la protéger. L'aube se leva sur Rio de Janeiro, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Arthur n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à passer des appels, à déplacer des actifs et à se préparer à la bataille à venir. « Tout est prêt, monsieur », rapporta son avocat Marco au téléphone. « Les documents seront remis aux membres du conseil d'administration à leur arrivée à la réunion. Et l'autre affaire, le juge a examiné nos preuves concernant la fausse Elena Ferreira. Il a annulé l'ordonnance de garde provisoire et lancé un mandat d'arrêt contre elle. La police la recherche actuellement. » Arthur expira de soulagement. « Bien. Avez-vous eu des nouvelles de Roberto ?»« Non, monsieur. La réception cellulaire est mauvaise dans cette zone. » Arthur regarda sa montre. 2 heures avant la réunion du conseil d'administration. « Continuez d'essayer. Et Marco, merci. » Le siège social de Monténégro Jewels occupait les 3 derniers étages d'un gratte-ciel scintillant du centre-ville de Rio. En traversant l'entrée principale, Arthur remarqua le changement subtil dans le regard des employés. Des regards. De côté, des conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsqu'il approchait. La nouvelle s'était répandue. Clara vint le rejoindre à l'ascenseur, son expression pleine d'excuses. « Monsieur Monténégro, les membres du conseil d'administration sont déjà réunis. Mademoiselle Monténégro m'a demandé de vous dire qu'ils commenceront avec ou sans vous. » Arthur hocha la tête. « Merci, Clara. Et Clara, je sais que c'est vous qui avez parlé d'Isabelle à Sophia. » Le visage de Clara rougit. « Monsieur, je ne suis pas en colère, » interrompit doucement Arthur. « Sophia peut être très persuasive, mais après aujourd'hui, vous devrez décider où se situe votre loyauté. » La salle du conseil tomba silencieuse à l'entrée d'Arthur. 12 personnes étaient assises autour de la longue table en acajou, Sophia au bout, se positionnant symboliquement comme son égale. « Arthur, » dit-elle froidement, « comme il est gentil de vous joindre à nous. » À côté d'elle, Victor sourit. Les autres membres du conseil avaient l'air mal à l'aise, évitant le regard d'Arthur. « Avant de commencer, » dit calmement Arthur, « j'ai fait distribuer quelques documents. » Les membres du conseil jetèrent un coup d'œil au dossier devant eux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophia, feuilletant les pages. « Ma démission de PDG de Monténégro Jewels, » répondit Arthur. Un murmure parcourut la table. Le sourire de Victor s'élargit. « T'es, » continua Arthur, « avis de cession de ma participation majoritaire dans la société. » Le murmure se transforma en soupir. Le visage de Sophia pâlit. « Vous ne pouvez pas faire ça, » siffla-t-elle. « Les statuts de la société exigent l'approbation du conseil d'administration pour tout transfert de plus de 10% de la propriété. » Arthur sourit légèrement. « Si vous lisez plus loin, vous verrez que je n'ai pas vendu à une entité extérieure. J'ai transféré mes actions à une fiducie, la fiducie familiale Monténégro pour être précis. »« Quel genre de ruse est-ce » demanda Victor. « Aucune ruse, » dit Arthur. « La fiducie a 3 bénéficiaires, mon fils Roberto, mon petit-fils Miguel et ma fille Isabelle. En tant que fiduciaire, Roberto votera les actions jusqu'à ce que les bénéficiaires atteignent l'âge de 25 ans. » Sophia se leva les mains tremblant de rage. « C'est scandaleux! Vous n'avez aucune preuve que cette fille est même votre fille. » « En fait, » intervint une voix de la porte. « Si !» Roberto entra, ayant l'air fatigué mais triomphant. Il déposa un document sur la table. Les résultats de l'ADN confirmant qu'Isabelle est biologiquement la fille d'Arthur Monténégro. Mais le laboratoire a été cambriolé, balbutia Arthur. Roberto sourit. Nous avions prévu que cela pourrait arriver, alors nous avons envoyé des échantillons à 2 laboratoires. Les résultats de sauvegarde sont arrivés ce matin. Cela ne change rien, insista Sophia. Le conseil peut contester la fiducie. Il le pourrait, admit Arthur. Mais ils ne le feront pas. Pas après avoir lu le 2e document dans leur dossier. Les membres du conseil tournèrent les pages, leurs expressions passant de la confusion au choc.
Des preuves que vous, Sophia, avez engagé quelqu'un pour usurper l'identité de la sœur de Luisa Ferreira, dit Arthur. Des preuves que vous avez soudoyé des fonctionnaires pour obtenir une ordonnance de garde frauduleuse. Des preuves que vous avez ordonné le cambriolage du laboratoire d'analyse. Il se pencha en avant. Des preuves de complot, de fraude et, très probablement, de tentative d'enlèvement. Le visage de Sophia se tordit de fureur. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Votre complice, la fausse Elena Ferreira, a été arrêtée ce matin, dit Roberto. Elle parle déjà à la police désireuse de conclure un marché. Victor se leva brusquement. C'est absurde. Ma mère ne ferait jamais. Votre mère conspire pour prendre le contrôle de cette entreprise depuis des décennies, interrompit Arthur. Depuis la mort de Maria, elle a vu sa chance lorsqu'elle a appris l'existence d'Isabelle et a agi rapidement. Trop rapidement, il s'avère. L'un des membres du conseil, un homme âgé qui avait travaillé avec le père d'Arthur, se racla la gorge. Je pense, compte tenu de ces allégations, que nous devrions reporter toute décision jusqu'à ce que ces questions soient résolues. Des murmures d'accord résonnèrent autour de la table. « Très bien », lança Sophia, rassemblant ses affaires. « Mais ce n'est pas fini, Arthur. » Elle se dirigea vers la porte, Victor la suivant de près. « Une chose de plus », appela Arthur après. « Elle, vous êtes toutes les deux exclues du conseil avec effet immédiat. Les statuts de la fiducie excluent tout Monténégro ayant agi contre les intérêts de la famille. » Sophia se figea, puis partit sans autre mot, Victor la suivant dans son sillage. Alors que les autres membres du conseil sortaient, Roberto se tourna vers son père. « Vous l'avez fait ?» Arthur secoua la tête. « Nous l'avons fait. Maintenant, où est Isabelle? Est-elle en sécurité? Elle est en bas avec Carmen. Nous sommes venus directement des montagnes lorsque nous avons obtenu les résultats des tests. » Arthur sentit son cœur s'envoler. « Elle est là? Maintenant ?» Roberto sourit. « Elle brûlait de vous voir. » Ses pieds. Pendant un moment, ils se contentèrent de se regarder à travers l'étendue de marbre. Puis Isabelle courut en avant, et Arthur s'agenouilla pour la prendre dans ses bras. « Vous l'avez fait, » murmura-t-elle. « Vous avez tenu votre promesse, Arthur. » La serra fort, sentant la chaleur de sa fille, son miracle contre son cœur. « Je le ferai toujours, » promit-il. 3 mois plus tard, le jardin de la villa en bord de mer d'Arthur était transformé pour une occasion spéciale. Des fleurs blanches bordaient un chemin menant à une simple arche donnant sur l'océan. Des chaises étaient disposées en rangées nettes, remplies d'amis, d'employés et des enfants, et du personnel de la maison Saint-Marie. Isabelle était assise nerveusement dans une chambre, vêtue d'une simple robe blanche avec un ruban bleu. Sœur Béatrice ajusta la petite tiare de fleurs dans ses cheveux. « Tu es magnifique », dit chaleureusement la religieuse. Isabelle tordit ses mains. « Et si j'oublie ce que je dois dire ?»« Parlez simplement de votre cœur », conseilla sœur Béatrice. « C'est tout ce que tout père veut entendre. » Un coup à la porte révéla Roberto, beau dans un costume gris clair. « C'est l'heure, princessa », dit-il, utilisant le surnom qu'il avait donné à sa nouvelle sœur. « Tout le monde attend. » Isabelle prit une profonde inspiration et prit son bras offert. Dehors, le soleil de l'après-midi scintillait sur l'océan alors que Roberto conduisait Isabelle le long du chemin bordé de fleurs. À l'arche se tenait Arthur, les yeux remplis de larmes à la vue de sa fille. À côté de lui se trouvait un juge, qui sourit gentiment à Isabelle alors qu'elle approchait. « Sommes-nous prêts à commencer ?» demanda le juge. Isabelle hocha la tête, soudain trop émue pour parler. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui, » commença le juge, « pour reconnaître officiellement l'adoption légale d'Isabelle Ferreira, désormais connue sous le nom d'Isabelle Monténégro. » Arthur s'agenouilla devant Isabelle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Isabelle, dit-il, la voix pleine d'émotion, il y a 25 ans, j'ai perdu quelque chose de précieux, quelque chose d'irremplaçable. Je pensais que ce vide serait avec moi pour toujours, mais ensuite, par miracle, tu es entré dans ma vie. » Il fit une pause, se ressaisissant. « Je sais que je ne pourrai jamais remplacer la mère qui t'a élevé. Luisa t'a donné quelque chose que je n'ai pas pu te donner, son amour et ses soins quotidiens. Mais je promets d'honorer sa mémoire en t'aimant tout aussi fortement pour tous les jours à venir.
Isabelle essuya une larme. Quand ma mère est morte, j'ai pensé que j'étais seule au monde. J'avais tellement peur. Elle lança un coup d'œil à Roberto et Carmen, qui regardaient avec des sourires encourageants. Mais maintenant, j'ai de nouveau une famille, un père, un frère, une belle-sœur et un neveu. Elle regarda Arthur. Maman m'a dit un jour que certaines étoiles sont si brillantes que nous pouvons encore voir leur lumière longtemps après leur disparition. Je crois qu'elle savait qu'un jour, sa lumière me mènerait à toi. Il n'y avait pas une seule personne qui n'avait pas les larmes aux yeux dans le jardin lorsque le juge acheva les procédures d'adoption officielle. Lorsqu'il prononça Isabelle officiellement Monténégro, des acclamations éclatèrent parmi les invités. Lors de la célébration qui suivit, Arthur regarda Isabelle jouer avec son neveu Miguel, âgé de 5 ans, sur la plage. Roberto le rejoignit, tendant à son père une coupe de champagne. « Elle s'intègre bien », observa Roberto. Arthur hocha la tête. « Elle a encore des cauchemars parfois, et elle garde la photo de Luisa près de son lit. »« C'est comme il se doit », dit Roberto. « Luisa l'a peut-être prise à tort, mais elle aimait Isabelle et l'a bien élevée. »« J'ai créé une bourse au nom de Luisa, » dit Arthur. « Pour les étudiants en soins infirmiers, cela semblait approprié. » Ils regardèrent Isabelle montrer à Miguel comment construire un château de sable, son rire emportant par la brise marine. « Et l'entreprise ?» demanda Roberto. « Démissionnez-vous vraiment ?» Arthur hocha la tête. « J'ai passé assez de ma vie dans des salles de conseil. J'ai des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer maintenant. » Il sourit alors qu'Isabelle leur faisait signe de la plage. La fiducie protégera sa part jusqu'à ce qu'elle soit assez âgée pour décider si elle veut s'impliquer. D'ici là, je te fais confiance pour surveiller les choses. Et Sophia? Le sourire d'Arthur s'estompa. L'enquête pénale est en cours. Mais indépendamment de ce qui se passera légalement, elle est sortie de nos vies. Carmen les rejoignit, glissant son bras dans celui de Roberto. Isabelle a demandé si nous pouvions tous dîner ensemble ce soir. Elle veut cuisiner pour nous? Apparemment, Luisa lui a appris à préparer la feijoada. Arthur rit. Elle s'entraîne depuis une semaine. Avertissement juste. Le personnel de cuisine dit que c'est enthousiaste, sinon exactement traditionnel. Tous les trois rirent, regardant Isabelle et Miguel courir le long du bord de l'eau, pourchassant les vagues. « Vous savez, » dit Roberto pensivement, « quand j'étais enfant, j'ai toujours souhaité que vous puissiez laisser le passé derrière vous. Après la mort de maman, vous étiez si distant, perdu dans le chagrin et le travail. » Arthur hocha la tête tristement. « J'ai manqué tellement de choses dans ta vie, Roberto, je le regretterai toujours. » « Mais maintenant, nous avons une seconde chance, » dit Roberto. « Nous tous. » Il leva son verre. « À la famille. » Arthur leva également son verre, les yeux fixés sur Isabelle, qui construisait son château au bord de la mer, le visage illuminé de joie, à retrouver ce qui avait été perdu. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil commençait à se coucher, Arthur s'assit avec Isabelle sur la plage. Elle s'appuya contre son épaule, regardant les vagues arriver. « Papa, » dit-elle, le mot encore nouveau et merveilleux sur ses lèvres. « Penses-tu que ma mère, Maria, m'aurait aimé ?» Arthur passa son bras autour de ses épaules. « Elle t'aurait adoré, Isabelle. Tu as ses yeux, son sourire, mais plus que cela, tu as son esprit, gentil, courageux et plein de lumière. » Isabelle resta silencieuse un instant. « Et Luisa, es-tu en colère contre elle pour m'avoir prise ?» Arthur réfléchit attentivement à la question. « Pendant de nombreuses années, j'ai été brisé par la perte de toi et de ta mère. Mais Luisa t'a donné quelque chose que je ne pouvais pas te donner alors, un foyer aimant. Et à la fin, elle s'est assurée que nous nous retrouverions. » Il lui serra doucement l'épaule. « Alors non, je ne suis plus en colère. Comment pourrais-je l'être alors que ces actions, justes ou fausses, t'ont ramené vers moi ?» Isabelle hocha la tête, satisfaite de sa réponse. Elle sortit quelque chose de sa poche. Une petite étoile en bois, lisse et usée par des années de manipulation. « Luisa m'a donné ça quand j'étais petite, » expliqua-t-elle. « Elle a dit que même lorsque nous ne pouvons pas voir les étoiles, elles sont toujours là, veillant sur nous. » Elle plaça l'étoile dans la paume d'Arthur. « Je veux que tu l'aies, pour te souvenir d'elle aussi. » Arthur referma ses doigts autour du simple cadeau, le cœur trop plein de mots. Au crépuscule, les premières étoiles apparurent dans le ciel au-dessus d'eux. Un nouveau chapitre commençait pour eux deux. Un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer quelques mois auparavant.
À Rio de Janeiro, dans le jardin d'une villa en bord de mer, un père et une fille qui s'étaient autrefois perdus se sont assis côte à côte sous la lumière des étoiles, ne plus seuls dans l'obscurité. Et quelque part, peut-être, deux mères, celle qui avait donné la vie et celle qui avait donné l'amour, les regardaient avec joie, leur lumière continuant à briller même après leur disparition.